Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, bonjour Valentin, Jessie. Bonjour Salut Aubin. Aubin. Euh, Aujourd'hui, voilà, on a Jessie. La dernière fois, on avait eu Jean-Paul. Donc, l'objectif, ça va être de bosser un peu rapidement quelles sont les difficultés que toi, tu as rencontrées quand tu as essayé de te lancer afin d'en faire profiter aux futurs sophrologues là qui sortent de l'école. Et aussi en même temps, en parallèle, d'essayer d'articuler de façon plus détaillée en quoi la sophrologie est pertinente pour monsieur tout le monde. Donc, je propose qu'on fasse le traditionnel tour de table de présentation. Allez, c'est Valentin. parti. Donc Valentin, 26 ans, je suis originaire du monde du commerce et du sport. Et voilà, j'ai fini par rejoindre le projet, tout simplement parce que les personnes avaient besoin de s'auto-réaliser dans leur projet, que ce soit à la fois personnel ou professionnel. Donc avec Aubin, on s'efforce d'amener tous les outils nécessaires pour leur réussite dans leur projet. Voilà, tout simplement. Good, good. Bref et efficace. Donc, j'étais en train d'expliquer que je suis issu du milieu de l'ingénierie et que, voilà, il y a quelques années, j'ai fait le choix de laisser tomber ce parcours parce que j'avais pas mal de frustration à l'époque et je voulais réaliser un projet qui me tenait à cœur, mais que finalement, en sortant, c'est pas ce projet-là que j'ai fait. Et il y en a un autre qui est venu à moi, celui de m'intéresser de près à la procrastination. Comment ça se fait que, voilà, même quand on sait ce qu'on veut faire, ça reste toujours aussi difficile et que finalement, le plus difficile se passe quand on est hors des écrans, quand on est chez soi, quand on a des problématiques, on n'a pas beaucoup de temps et que, voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, avec Valentin et d'autres personnes, c'est d'aider à savoir structurer sa pensée, ses actions, à disposer d'outils qui permettent, en tout cas, qui simplifient le fait de prendre des actions. Ça dépend des domaines où on est, ils sont assez variés. Et voilà, d'avoir toujours cette vue sur, au final, c'est en prenant une vue microscopique sur les actions qu'on arrive à trouver les réels blocages et à les éviter les uns après les autres. Donc là, je propose qu'on entre du coup dans le vif du sujet avec les sophrologues, vu que c'est ça qui nous intéresse. Valentin? Donc, Jess, comment tu es atterri dans la sophrologie? Quel a été le déclic et comment tu as rejoint ce monde merveilleux de la sophrologie? Eh bien, en fait, suite au burn-out, je me suis retrouvée dans une situation un peu difficile puisque j'étais épuisée, hein, vraiment physiquement. J'avais plus de voix. Physiquement, je pouvais plus tenir debout pour me doucher ou pour faire des choses très simples de la vie. Et du coup, j'ai décidé en fait de me prendre en main et d'arriver à gérer mon stress. Et à la base, donc, je pensais que quelqu'un qui était très stressé, c'est quelqu'un qui était un peu désorganisé dans sa pensée, qui avait pas forcément les billes pour arriver à structurer son quotidien. Et je pensais vraiment que c'était mental ou qu'il y avait peut-être des choses à nettoyer, des traumatismes à régler. Enfin, je savais pas trop, mais je pensais vraiment qu'on devait travailler sur le mental. Et en fait, donc je connaissais pas la sophro. Et par contre, je m'intéressais un peu au développement personnel, au bien-être, tout ça. Et un jour, donc, j'ai fait un salon du bien-être et j'ai rencontré une sophrologue. Et il y avait marqué «Gérer votre stress». Donc, j'ai demandé un petit peu en quoi ça consistait. Et elle m'a dit essentiellement que c'était un équilibre corps-esprit et que pour en général, quand il y en avait un des deux qui dysfonctionnait, c'était intéressant de commencer par aller chercher des solutions à l'autre. Et donc, elle m'a dit, ce serait bien pour gérer votre stress que vous commenciez par vous connecter à vous, être dans vos ressentis, dans votre respiration, et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez plus facilement comme ça avoir le curseur pour gérer mieux votre stress. Donc, j'étais assez sceptique. Je pensais vraiment pas que ça me correspondait et j'ai fait quelques séances avec elle. Donc, je suis allée jusqu'à Béziers, hein, quand même à 1 heure de chez moi, pour aller faire les séances. Et là, révélation, le déclic, comme tu dis. Parce que là, vraiment, pour la première fois, j'ai ressenti un calme à l'intérieur de moi, mais c'était hallucinant. J'avais jamais été aussi bien et aussi reposée, apaisée. Et ce qui est hallucinant, c'est que du coup, ça a amené beaucoup plus de clairvoyance aussi après le reste du temps dans mon quotidien et dans la gestion de mes activités. J'arrivais à plus facilement être sereine et mieux structurer après mon organisation.
Et au fur et à mesure, donc, j'ai été passionnée de cette technique. Et donc, j'ai fait donc, avec elle 6 séances. Et après, je suis partie carrément m'inscrire dans une école de sophrologie, où là, on peut tester la première année tous les outils sur soi. Et donc, j'ai compris qu'elle pouvait même m'aider dans plein d'autres thématiques. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Ben, génial. Ok. Ça s'est bien passé, ça y est, on entend la réponse, c'est bon. Il y a un mot qui revenait beaucoup, c'était stress. Mais concrètement, qu'est-ce que tu appelles par stress? Qu'est-ce que tu dis? Le stress, c'est vraiment cette sensation d'être complètement paniqué dans une situation qu'on n'arrive plus en fait, à gérer et sentir intérieurement un rythme cardiaque qui s'accélère, les mains moites, être dans un état d'alerte en fait. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il peut être même chronique, quoi. C'est que je peux sentir, je pouvais sentir avant que petit à petit, il s'installait au quotidien ce stress, cet état d'alerte, alors qu'il n'avait pas besoin d'être si excessif pour que je réussisse à finalement à avancer et à agir correctement, quoi. Donc voilà, c'est un état un peu excessif d'alerte et de stress qui fait que, d'alerte et d'angoisse comme ça, qui fait que finalement, les situations à gérer, elles sont beaucoup plus compliquées que ce qu'elles ne sont réellement. D'accord. Il y a un petit peu de douleur physique que tu as accumulée en fait au fur et à mesure. C'est un peu Ouais. pour ça que tu parlais de douleur que tu peux avoir pour te doucher, pour faire de grosses choses à côté. Oui, oui, complètement. Alors après, le burn-out et le stress, c'est pas tout à fait pareil. Le burn-out, c'est un excès d'activité. En fait, on nous demande énormément de tâches différentes et avoir cette succession comme ça à faire. La personne qui sait pas très bien les gérer, elle va avoir tendance à en faire plus que nécessaire et du coup, elle s'épuise parce que vraiment physiquement, son corps, elle utilise trop de fois les muscles ou voilà, moi, la voix, je suis parlée toute la journée en tant que prof. Il y avait plein de moments où j'aurais dû m'économiser, faire autrement, trouver des astuces pour avoir un peu plus de calme dans la classe, enfin plein de petites choses qui faisaient qu'au final, j'aurais pu éviter de forcer sur le muscle vocal, par exemple. Donc, le burn-out, c'est encore autre chose. C'est un profil un peu perfectionniste et un manque d'organisation, on va dire, qui fait que la personne est submergée par ses tâches. Ben, notre dernier invité, Jean-Paul, a eu le même, si je peux dire, le même problème en fait. Il a été Oui, surmené par son travail. Il a été, je crois, directeur chez Canon, directeur France, puis oui, Europe, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, donc des responsabilités assez importantes. Il est en déplacement entre Paris et Lyon assez régulièrement. Donc, du coup, ça a l'air d'être comment dire, un accident de parcours qui peut être assez régulier chez les sophrologues. oui, ça peut arriver. En fait, ça peut arriver si, sophrologue ou pas, mais si en tout cas les personnes sont, on va dire c'est un peu la maladie des bons élèves. C'est les gens qui ont vraiment envie de faire plein de choses, et ça se passe bien et qui sont un peu dans le détail de chaque chose. Eh bien, s'ils commencent une activité vraiment nouvelle, avec beaucoup de choses à gérer différentes, ça peut rapidement être, ils peuvent se sentir submergés en fait. Et donc, la sophrologie, oui, quand on démarre une activité de sophrologue, il y a plein de choses à gérer. Donc, ça peut arriver qu'une personne le vive. Mais en général, comme elle a eu tous les outils avant pour gérer quand même au mieux un équilibre interne, je ne pense pas que ça leur arrive trop. Mais bon, peut-être, hein, je ne sais pas. Chacun est différent. Euh, Justement, tu as dit quelque chose de très pertinent là. Tu as dit c'est la maladie des bons élèves. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui sont des bons élèves, en tout cas qui veulent être des bons élèves dans plein de domaines. Mm. À ces personnes-là, du coup, en quoi est-ce que la sophrologie les aiderait justement concrètement? Ça produit quoi comme bénéfice? Est-ce que ça les aide à être plus rationnels dans leurs attentes? Alors, ça aide à plusieurs choses. Déjà, ça aide à être plus conscient de soi, donc plus conscient aussi de nos actions. Et donc, en fait, la personne, elle va se rendre compte plus facilement en pratiquant la sophrologie toutes les tâches qu'elle est en train de gérer au quotidien. Elle est plus en pilote automatique. Elle est en conscience de son présent, de ce qu'elle fait. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la sophrologie permet de prendre du recul. Donc, tout ce qui est pause, introspection intérieure, hop, on coupe un petit peu le flux d'activité qu'on peut avoir et on prend du recul pour prendre
plus soin de soi et arriver à rééquilibrer, on va dire, le moment. J'ai beaucoup de tâches à faire et le moment où, au contraire, je fais une pause, en fait. C'est une sorte de pause, une parenthèse pour récupérer, on va dire, corporellement et psychiquement de tout cet afflux permanent qu'on peut avoir dans les activités. Donc, il y a ça. Après, il y a plein de choses parce qu'on peut aussi travailler grâce à la sophrologie sur l'anticipation des événements, essayer d'améliorer en fait la réussite de certains événements, en tout cas mieux s'y préparer. Et là, c'est pareil, on peut faire des visualisations où on observe certains événements qu'on gère avec facilité, avec fluidité, qu'on s'organise mieux dans les tâches, qu'on nettoie aussi certaines tâches inutiles, enfin voilà, il y a toute cette préparation aussi mentale qu'on peut faire en sophrologie qui peut aider au mieux à gérer un profil de type burn-out. Et puis, je pense que l'essentiel, c'est la base, c'est le retour à soi. C'est prendre conscience qu'on a un corps, qu'il est présent, qu'on peut en prendre soin. Et en général, quand on a déjà compris ça et qu'on l'a ressenti grâce à la sophro, on a moins envie ensuite de faire des millions de tâches très fatigantes, pesantes. Voilà, il y a une sorte de respect de soi qui s'installe et qui est fabuleux à découvrir avec la sophro. Ça, c'est bien ça, ça, c'est bien ça. Je posais la question parce que justement, comme je disais, il y a beaucoup de personnes, et moi-même, je l'étais, pas burn-out, mais perfectionniste, ce profil perfectionniste-là, dont je connais bien, même Valentin aussi, il a ce côté-là. C'est facile, c'est tellement facile d'identifier chez l'autre, mais même nous, même jusqu'au juste dans certains domaines, il y a tout ce travail qui reste de se mettre des attentes un peu. Tu lances 1000 sujets, mais tu vas être top sur les 1000 sujets. Et oui. Donc, OK, ça va beaucoup aider. Euh, mais une fois que tu as donc pu t'en sortir et que tu as lancé ton activité Sopho, tu as mis combien de temps? La formation, ça durait combien de temps? Et... La formation, elle dure 2 ans. Donc, c'était un week-end par mois que j'avais choisi la formule. Et après, en fait, bon, moi, j'ai un profil un peu particulier parce qu'à la fin de la première année, la directrice m'avait proposé de devenir ensuite, à la fin de la formation, formatrice aussi dans l'école. Et bon, j'ai accepté, mais j'ai refusé d'être directement formatrice. Je voulais avoir de l'expérience sur le terrain. Et donc, quand j'ai été certifiée, j'ai ensuite ouvert un cabinet. J'ai eu des pratiques dans des associations où j'avais des groupes d'adultes, où je faisais faire la sophro. Je suis intervenue en entreprise. Je suis intervenue dans les écoles avec les enfants aussi pour faire de la sophrologie ludique. Voilà, j'ai essayé comme ça d'avoir un panel d'expériences avant d'être ensuite formatrice pour pouvoir à mon tour transmettre ces connaissances-là. Et comment a été vécu ce changement de situation par tes proches, par tes amis? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont encouragé dans ce changement? J'imagine Au que... début, ouais. En fait, au début, j'avais un peu peur parce que comme moi, à la base, j'avais un profil cartésien, j'avais fait des études de sciences. En plus, j'étais ancienne fonctionnaire, donc un statut un peu pépère. J'avais peur, en fait, des réactions de mes proches, même s'ils sont toujours très bienveillants. Là, je me suis dit, ça se trouve, je m'aventure dans quelque chose qui va les effrayer beaucoup. Et donc, je me souviens que j'avais mis quelques mois avant d'en parler à mon père, donc il était même pas au courant. Ma mère, elle était au courant et elle me soutenait. Et donc, bon, après, je l'ai dit donc à mon père, il m'a dit que c'était très bien, que si c'était un projet qui me plaisait, il fallait que je fonce, donc ça m'a beaucoup rassurée. Et après, pendant longtemps, j'ai eu un peu honte d'en parler, c'était bizarre, hein. Honte à chaque fois que quelqu'un me demandait ce que je faisais dans la vie, je parlais de la sophrologie, les 3 quarts du temps, les gens ne connaissaient pas ce que c'était, donc il fallait que j'explique. J'avais l'impression qu'il fallait que je convainque les gens que c'était génial parce que je les sentais un peu sceptiques. Ils se demandaient si ce n'était pas une approche trop spirituelle, voire de secte. Enfin, j'ai tout entendu, hein. Donc voilà, il y avait cette sorte d'appréhension. Alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré, que je suis persuadée, enfin, je l'ai vécu et je trouve que c'est vraiment un outil génial. Et donc, quand j'en parle, j'ai plus du tout cette crainte, en fait. Au contraire, je me dis, je trouve ça même dommage si la personne ne connaît pas, j'ai envie, je me dis, ouais, ça pourrait t'apporter plein de choses. Donc, j'en parle avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'assurance, on va dire, et ça fait beaucoup de bien Il y d'avoir a, passé le cap.
tu as eu cette confiance en toi et cette légitimité que tu n'avais pas forcément au départ, en fait. Ouais, c'est pas facile de l'acquérir, je trouve. Mais du coup, comment tu l'as transcendé une fois que tu ressentais ce problème de légitimité, de pas forcément être à l'aise, d'assumer ce que tu faisais? Tu faisais comment à cette époque? Maintenant, ça va, tu as déjà des expériences positives, tu sais que tu es confiant sur le fait que ça aide, mais avant, comment tu faisais pour surpasser ça? Alors au début, j'avais préparé ce que je racontais un peu aux gens, un petit pitch. Je me souviens que les gens, comme ils ne connaissaient pas ce que c'était que la sophro, j'avais rédigé une petite définition, ce qu'était la sophrologie. Et puis après, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, les gens, ce qui les intéresse, c'est pas de comprendre la technique, mais de voir le lien avec leur vie et ce que ça peut leur apporter. Donc après, je leur parlais plutôt, je ciblais sur une thématique que j'aimais accompagner et je leur parlais de ça. Je leur disais que j'accompagne les gens qui manquent de confiance en eux pour arriver à se réaliser, à réaliser certains projets qui leur tiennent à cœur. Je parlais plus du besoin à assouvir que de la technique. Ça passe bien aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important de se spécialiser quand on est sophrologue. Parce qu'après, on parle du changement qu'on peut proposer aux gens et non pas de la technique. Ça peut plus facilement intéresser. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas tout de suite. Et si la personne se sent impliquée dans le changement qu'on peut proposer, elle va plus facilement poser ensuite des questions sur la technique en elle-même. Mais pas tout de suite. En parler tout de suite, ça peut freiner au contraire. Bon, moi, c'est un peu compliqué parce que comme je suis formatrice, j'ai beaucoup de casquettes différentes et tout ça. Donc, maintenant, je parle plus de l'entreprise que j'ai. Mais au départ, pour la sophrologie, je trouve que c'est plus pertinent de parler du cap qu'on leur propose de passer. Ça permet de Euh, faire un rapprochement entre les problèmes qu'ils ont et Et oui, puis de la solution que tu peux leur apporter au travers de la sophrologie. exactement. En fait, ce qui est important, c'est le connu. Quand on se présente, si on parle de quelque chose qui va faire un lien avec la personne et qu'elle connaît, ça la rassure et elle peut plus facilement comme ça rentrer en communication, en conversation en fait. On est toujours un peu, pas effrayé, mais un peu sceptique de ce qu'on ne connaît pas ou peut-être moins curieux de le découvrir. Donc, je pense que c'est important d'abord de faire un lien avec la personne dans ce qu'elle connaît, dans sa vie ou au moins dans ses repères, si elle n'est pas stressée, par exemple, elle connaît peut-être des gens de stressés, donc ça lui parle. Le stress, ça va plus lui parler. Voilà. En général, la sophrologie, bon, maintenant, ça va un peu mieux. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais enfin, il y a encore pas mal de gens qui ils entendent sophrologie, souffrance. J'ai entendu beaucoup ça aussi. Souffrance, douleur. Ah bon, le travail dans la douleur? Pas du tout. C'est l'opposé. Voilà, il y a des croyances comme ça, enfin, c'est bizarre. Hein. Bah, le mot j'ai envie de dire que sophro fait très référence à la souffrance, malheureusement. Et C'est oui. un faux ami. c'est normal, justement. C'est ça le but. Le but, c'est de vulgariser, c'est de conscientiser. C'est ça le truc, c'est que c'est important d'avoir une approche qui va trouver les gens au niveau où ils se trouvent, au niveau des informations qu'ils ont. Tu vois, Et oui. quand TEF, Sopho et tout, même nous, avant de découvrir la Sopho, on n'en savait pas beaucoup. Maintenant qu'on est dedans, on baigne dedans, qu'on accompagne, oui, on connaît ce que c'est. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, celui qui a même juste entendu parler de la Sopho à la télévision, se connaître la définition générale, c'est comme moi, je saurais ce que c'est que l'hypnose, mais si je ne m'y intéresse pas de près, j'en sais pas vraiment grand-chose. Et oui, Non. carrément. Et Et le vraiment, point, pardon. Et le point que tu as noté là, justement, il est hyper important. C'est un gros point dur pour beaucoup de thérapeutes de savoir articuler concrètement le changement que tu apportes. Donc, ça demande déjà que tu sois capable de cibler vis-à-vis de la personne que tu as en face de toi, quel est son problème qui lui importe à lui. Et oui, bien sûr. Et ça demande même en amont, voilà, de faire un choix, de se spécialiser dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est déjà la base et c'est déjà compliqué pour beaucoup de sophrologue, je trouve. Et même pour moi, au début, quand je voulais ouvrir mon activité, je me suis retrouvée du coup, sans me spécialiser, avec des situations où j'avais des personnes, j'avais des alcooliques, j'avais des gens qui, à un moment donné, il y avait une personne, un homme qui battait sa femme, enfin des trucs. Mais je me suis retrouvée dans des situations où j'étais très mal à l'aise d'accompagner ça parce que je me sentais
pas du tout bien avec ce type d'accompagnement. Et du coup, voilà, le fait de ne pas avoir ciblé, il y a aussi l'inconvénient qu'on a tout type de profils qui peuvent venir. Donc ça, c'est important à un moment donné de peut-être au départ d'explorer plusieurs thématiques différentes, hein, c'est bien, mais ensuite finir par élaguer et savoir dans quoi on peut être compétent tout simplement, c'est important. On ne peut pas tout faire. Et du coup, le fait d'avoir comme ça choisi une thématique, c'est plus facile ensuite d'en parler, évidemment. D'en parler, de l'assumer, de la mettre dans sa com, très visible sur la carte de visite, sur le site. Voilà, plus on se spécialise, plus on sera, je pense, performant dans nos accompagnements et plus en plus on attirera de monde. C'est paradoxal parce que les gens ils croient que c'est l'inverse, mais non. Je me suis rendu compte vraiment en sélectionnant des spécialités que j'avais plus de monde qui arrivait. C'est normal. Parce que plus tu cibles, plus tu sais être pertinente dans ce que tu cibles. Oui, Tu ne te contentes pas de rester en surface. Donc, quand tu rentres en contact avec quelqu'un, que ce soit via ta com ou en direct, tu es capable d'articuler des choses concrètes, d'aller en profondeur dans les choses. Et ça crée de la connexion émotionnelle. Donc, tu es différente. Et et oui. avec le temps, en plus, avec le temps, tu attires du coup les gens qui ont ce profil. Exactement. Après, moi, je sais qu'à la base, j'ai pas cette nature. J'aime explorer plein de domaines. J'aime vraiment la compréhension de l'humain dans sa globalité. Donc, ça amène à beaucoup de thématiques différentes et beaucoup de techniques. Mais c'est pour ça que j'ai assumé de ne pas continuer le cabinet. Enfin, à un moment donné, voilà, je suis partie dans la formation, j'ai plein d'outils différents et j'aime cette diversité. Mais ça, j'ai compris que c'était mon profil. Après, une personne qui a vraiment envie de développer son activité en cabinet, bon, c'est pas grave si elle ne se spécialise pas, mais il faut qu'elle en ait conscience que ça sera peut-être, à mon sens, plus compliqué pour elle. Voilà. Je pense que c'est important d'écouter chacun ce pourquoi on est fait, mais en tout cas, de connaître aussi les conséquences de certains choix si on ne les fait pas. Tout à fait. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont à l'aise dans la gestion, dans comment dire, d'aller au feeling comme ça avec les problèmes. Peut-être qu'ils ont la facilité de gérer tout type de problématiques. Après, l'avantage de la spécialisation et surtout de la sophrologie, c'est que c'est une activité dont le travail se fait en profondeur. Donc, on ne peut pas faire un travail en profondeur sur tous les domaines. Oui. C'est parfois assez compliqué, je pense. Après, est-ce que pour toi, c'est vraiment impossible d'être sophrologue généraliste? À ce moment-là, si, mais par exemple en faisant des ateliers à l'année avec un groupe, avec des adultes, et là, vous pouvez balayer toute l'année un petit peu tout ce qu'on fait, un peu comme la première année à l'école de Sophro. Là, vous pouvez faire un panel de plein d'exercices, vous vous régalez. Et comme tu dis, du coup, on est moins en profondeur dans un travail personnel et pour aller jusqu'au bout de vraiment une problématique, mais on balaye comme ça plusieurs problématiques et on peut être très épanoui comme ça d'avoir un panel d'intervention. Après, ça peut être aussi un sophrologue qui intervient en entreprise. Là, c'est pareil, en entreprise, il peut y avoir plusieurs casquettes dans lesquelles on intervient. Et du coup, peut-être aussi faire comme ce que j'avais fait, un petit bout avec les enfants en école aussi primaire. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Mais ouvrir un cabinet, à ce moment-là, si on est généraliste, il faut savoir que l'activité ouvrir le cabinet, elle sera peut-être pas, sera peut-être moins facile à développer une clientèle à 100%. Donc à ce moment-là, soit on fait d'autres interventions à côté, soit on se laisse du temps, enfin plus longtemps pour qu'on ait une clientèle remplie, quoi. Enfin voilà. Je pense que du coup, ça mettra un peu plus de temps, mais tout est possible. Oui, Euh, c'est clair qu'après, ça dépend de la stratégie et de l'intensité qu'on est prêt à y mettre. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter, c'est que quand on dit qu'il faut être spécialisé, pour moi, c'est pas qu'il faut. Je parle, si tu dis je suis spécialisé avec les HPI, ça ne veut pas dire que tu vas travailler que sur les HPI. Ça veut dire que peut-être dans ta clientèle, tu auras 60% de HPI. Par contre, les 40%, ce sera un peu des enfants, peut-être un peu des femmes enceintes, un peu des personnes qui... Donc, euh, c'est d'être un peu une forme de mixer où tu es à la fois généraliste parce que tu
en tant que sopho, tu as la capacité d'aider un panel vaste, mais tu as quand même un profil avec lequel tu as plus d'affinité. Mm. Et du coup, tu t'arranges à creuser, en tout cas à aller en profondeur dans ce profil-là. Donc, Oui. Oui, en fait, ce que tu peux faire, c'est, en fait, il y a 2 paramètres. Tu peux choisir, comme tu dis, par exemple, HPI, donc une spécialité, mais ou laisser large, par exemple, dans la tranche d'âge. Donc du coup, tu vas pouvoir avoir des HPI enfants, adultes, ados, voilà, tu laisses large et après, tu peux carrément choisir et là, tu spécialises encore plus, une tranche d'âge et une spécialité. Je suis spécialisée dans, le stress pour les personnes qui sont en entreprise. Donc là, c'est 2. Enfin, tu cibles encore plus ta spécialité. Mais effectivement, enfin, si tu choisis juste une spécialité, tu peux avoir tout un panel quand même de tranches d'âge et donc ça peut rester un peu plus large. Mais oui, 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 c'est possible. en tout cas, ce besoin de diversité là, est hyper important parce que tu n'es pas la première personne à me le dire. On avait une mode taille qui nous disait qu'en fait, chaque fois qu'elle recevait une nouvelle personne dans son cabinet, elle était toute excitée de voir ça va être quel profil, tu vois. C'est un peu ce petit frisson de voir qui va avoir de la nouveauté, tu vois. Donc, ça, c'est bien. Attends. OK. Et quand tu as donc fini ta formation, apparemment, t'es reparti pour être formatrice cette fois-ci, si j'ai bien compris. Et comment ça s'est passé? Tu t'accompagnes sur quel plan exactement? Pour être formatrice, c'est ça? Oui, puisque si j'ai bien compris, après avoir fait tes années en tant que sophrologue, tu es revenu à l'école dans laquelle tu avais été formée pour être formatrice cette fois-ci. Oui. C'est ça, donc du coup, alors ce que j'ai fait, bon, je ne sais pas si c'est ça ta question, mais pendant 1 an, j'ai aussi regardé à nouveau les groupes de première et deuxième année. J'ai suivi donc les classes comme ça et comment s'organisait le formateur. Et ensuite, à mon tour, bah, je suis intervenue pour faire les week-ends de formation. Donc, ça fait 6 ans que je travaille pour eux. Voilà, j'interviens. Alors, la première année, c'est donc, bah, vous connaissez de toute façon, la première année, c'est des cours, on apprend tous les cours de sophro et on fait les pratiques. Et puis en deuxième année, les spécialisations. Voilà. Et la dimension entrepreneuriale, c'est pris en compte? C'est-à-dire? La dimension entrepreneuriale, est-ce que dans le cursus de la formation, à un moment Ah. donné, on alerte quand même en leur disant, les gars, voici que vous êtes thérapeute, mais voilà comment ça pourrait se passer quand vous allez sortir pour qu'ils aient au moins de la visibilité dessus. Alors très peu. C'est vraiment un gros manque dans la formation. Je comprends pas très bien pourquoi est-ce que c'est pas intégré complètement au sein de l'école de sophrologie parce que c'est très important. On apprend un métier. Ok, le métier, il y a l'outil qu'on doit bien comprendre pour arriver au mieux à le transmettre et à être habitué de le transmettre. Ça, vraiment, c'est le cœur, je trouve, de la deuxième année. Par contre, tout ce qui est à gérer autour sur le fait de pouvoir pratiquer avec des gens qui viennent vous voir et développer son activité, ça, je trouve que c'est un gros manque dans l'école. Et donc, moi, j'avais fait une formation à côté. Je m'étais formée pendant une semaine au développement d'une activité. Bon, c'est quelque chose aussi que je fais. J'ai proposé maintenant une formation aussi de mon côté pour aider les sophrologues à faire ça. Enfin, je trouve que c'est très important. Si on n'a pas ces billes-là, je ne vois pas trop comment on peut développer une activité. C'est le bouche à oreille, c'est bien, mais je trouve que ça ne suffit pas. Il faut être très réaliste. Les gens, ils ne vous connaissent pas. Même si vous faites du super boulot, c'est comme tout. Nous, on aime bien, je ne sais pas, moi, n'importe quel produit alimentaire qu'on a l'habitude de consommer. Si on n'avait jamais vu une publicité dessus ou quelqu'un qui nous en parle, je ne suis pas sûre qu'on le consommerait, même s'il est excellent et qu'il est au supermarché. C'est Voilà. vrai. On peut avoir un excellent produit et ce qui fera la différence entre un excellent produit et même un produit qui est, comme tu le dis, à la fois très bon ou très moyen, hein. C'est le Oui, marketing, c'est la bah communication. oui, bah bien sûr. Et il y a une autre dimension qui est encore plus grande, c'est que c'est du soin. Là, on parle du soin. Et le soin, ça a encore une relation très forte avec l'humain. Donc, tu vas pas voir n'importe quel psychologue, tu vas pas voir n'importe quel sophrologue. Donc, ça rajoute de la profondeur. Donc, tu as encore besoin qu'il y ait une connexion émotionnelle forte avec la personne. Donc, quelque part, cette personne doit faire l'effort de t'expliquer en quoi c'est bien, et même en quoi est-ce que tu as des affinités avec elle, le feeling, tout ça, ça joue.
Donc, si tu n'es pas proactive, c'est sûr qu'au début de ton activité, tu n'auras rien du tout. Et ce ne sera pas parce que la sophrologie est un problème, ce sera juste parce que l'aspect entrepreneurial, la dynamique, tu ne l'as pas mise en place. Exactement. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé quand le premier entretien qu'on a eu au bain où tu m'as parlé de ça justement. Et que c'était important de savoir rien que tous les deux être au téléphone, discuter, échanger pour se connaître mieux, pour pouvoir organiser le live. Et tu disais que c'était pareil pour que les gens aussi découvrent la sophro. C'est important de rencontrer ces gens, de discuter avec eux et de leur parler de cette technique et de voir un peu si ça match et si les gens pensent que du coup on peut les aider. C'est très important ce lien, tu as raison. Hein. Donc d'où l'importance des salons, des rencontres, de parler de son activité, de s'intéresser, d'être finalement présent là où les gens sont en fait, là où notre future cible est aussi. S'intéresser à elle avant tout, essayer de la comprendre, de comprendre ce qu'elle vit, avant de lui proposer n'importe quoi, voilà, s'intéresser à elle, être un peu en retrait, je trouve. Il faut être assez discret, en fait. C'est un peu paradoxal, mais il faut être assez discret, observer les gens, voir vraiment si à un moment donné, ce qu'on fait peut leur servir ou pas. Le mot dis... Vas-y, Valentin. Moi, je disais que c'est comme tu dis, c'est important de prendre du recul et d'être Oui, surtout à l'écoute avant de donner des conseils, de savoir exactement. si ça aide ou pas et quel est vraiment leur besoin en premier lieu. Exactement. Je suis pas du tout pour une communication où j'ai vu certaines personnes qui font des conférences, tout ça, elles balancent toutes les cartes de visite, les trucs tout le temps. C'est d'abord elle qui donne alors qu'elle sait même pas qui elle voit. Moi, j'ai des cartes de visite, je les ai. Quand je fais des rencontres comme ça, je la sors pas du tout. Si quelqu'un, au bout d'un moment, est intéressé et fait la démarche de me demander mes coordonnées, c'est là où je la sors. Mais je trouve c'est, je sais pas, être intrusif dans son marketing, ça n'a pas beaucoup, je trouve, d'intérêt en fait. Ça S'il n'est doit venir des personnes, pas de soi. s'il n'est pas bienveillant, en fait, le marketing est agressif et il n'est pas fait pour les bonnes raisons et la bonne intention. Et Ouais, bah, ça ne marchera pas. Enfin, ou alors très mal exactement. et on mettra beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dedans sans un résultat optimal. Mm. La, la, Hmm. grosse, la grosse erreur que je faisais avant, je trouve, c'est de zoomer sur ce que je faisais, sur mon activité, au lieu de zoomer sur la cible, leurs besoins, ce qu'ils sont, les comprendre. Voilà, on fait ce métier pour accompagner les gens. Hein. C'est eux c'est eux l'important. Nous, on est juste là pour proposer des outils pour qu'ils avancent, mais c'est pas. Donc, c'est vraiment le conseil, c'est s'intéresser aux gens, à leurs problématiques et arrêter de zoomer sur son site internet, sa carte de visite, parce que ça ne sert à rien. En fait, les gens s'en foutent, ils ont leur vie. Ce n'est pas leur priorité, on va dire, votre activité. Moi, je faisais Euh, vraiment cette erreur au début. exactement, c'est que... Mais je pense que c'est une problématique beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire que même si on le dit là, même si quelqu'un l'écoute, c'est pas pour autant que demain, ce sera facile à appliquer. C'est que quelque part, quand quelqu'un sort de l'école, lui, peut-être se dit, OK, il faut que mon cabinet, ça marche. Donc, il y a une impatience déjà en route. Il voit les résultats des autres, il y a une comparaison, comme tu as dit. Et il voit les mauvais signaux, il voit le site Internet, tout ça, pourquoi lui? Donc, il voit les mauvais signaux et il met le focus sur les mauvais signaux. Les bons signaux, on ne les voit pas. C'est la connexion émotionnelle, c'est le fait Mhm. de comprendre l'autre d'abord. Et par contre, ça demande quand même du temps de faire l'effort de s'intéresser à l'autre et de ne pas être égoïste parce que ça encore, donc quelque part, c'est pour dire qu'il y a un lien entre le niveau de développement personnel qu'on a et notre capacité à appliquer ces stratégies d'être bienveillant avec les autres. Mhm. Si on pense qu'à nous-mêmes chaque fois, comment ça va me rapporter et tout, ben, tu ne seras pas capable de mettre l'énergie pour comprendre d'abord les autres et tu seras toujours en mode, comment est-ce que je vais conclure? Comment est-ce que je vais conclure? Et les gens, ils le sentent. Mais oui, exactement. Il faut être capable de lâcher prise sur tes propres intérêts pendant un moment avant que les opportunités viennent. Et là, maintenant, ça se met tout seul. Et du coup, tu as beaucoup de personnes, ah, ça va bientôt se couper, Oui, qui pensent que, tu as beaucoup de personnes qui pensent que justement, être sopho, c'est pas bien parce qu'il y a cet aspect commercial, ça, alors que c'est la mauvaise façon, en fait. ça va bientôt se couper. Aubin, je te propose qu'on fasse une pause et qu'on reprenne Mm, juste après. ça marche. Allez, à tout de suite. À tout. Sinon, ça va pas matcher avec... Ah, donc,
j'étais en train de dire que justement par rapport à ce que tu as dit d'ici, c'est qu'il y a un aspect qui fait que même si on l'entend, ce qu'on dit là, on ne sera pas forcément en mesure de l'appliquer tout de suite parce Oui. que ça demande un niveau de développement personnel quand même un peu avancé de pouvoir arrêter d'être un peu égoïste pour se soucier de l'autre et de lâcher prise un certain temps sur ses propres intérêts. Et en fait, c'est pas évident, je trouve, à intégrer parce que, en sophro, au départ, on nous fait travailler sur nous et on pratique les exercices sur soi. On est habitué, en fait, à pratiquer, à expliquer après dans les phénodescriptions ce qu'on ressent et tout ça et je trouve que même en deuxième année, même s'il y en a beaucoup qui expérimentent quand même la transmission de l'outil, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette introspection et dans cette intériorisation et je pense que c'est important de comprendre que le métier de sophrologue, c'est une métamorphose. Il y a un moment donné, il va falloir passer le cap de se dire, ben maintenant, c'est les autres qui vont travailler sur eux. Je les aide à travailler sur eux, mais c'est plus mon propre développement, c'est le leur en fait. Et donc, certains aussi développent pas assez leur activité parce qu'ils sont encore dans ce besoin de continuer à s'épanouir, à se développer eux-mêmes dans leur croissance personnelle, on va dire. Et du coup, ils sont moins dans l'idée, ça y est, d'être à leur tour euh, euh, transmetteur, passeur. Je trouve qu'on est un peu un rôle de passeur d'outils. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les gens, il faut qu'ils aient aussi ce déclic d'être maintenant présents pour les autres. On s'en est rendu compte dans certains de personnes qu'on peut coacher aujourd'hui, en fait, qu'ils n'ont pas terminé en fait leur développement personnel, ce qui fait que c'est compliqué de pouvoir développer justement leur activité parce que la partie personnelle et la partie entrepreneuriale est interdépendante en fait. Donc on ne peut pas en pousser une et en laissant l'autre de côté en se disant on verra ça plus tard parce que forcément ça a un impact sur nous. Oui, oui, bien sûr, c'est important de continuer à travailler sur soi et à comprendre que c'est important de maintenir son propre équilibre, sinon ça va foutre le bazar dans l'accompagnement, hein. Par contre, comprendre aussi qu'il va y avoir toute une dynamique de développement d'activité, qui va d'ailleurs apporter, une autre évolution personnelle. C'est extraordinaire, c'est une belle aventure de développer son activité. Mais voilà, savoir que c'est plus le même challenge et certains ont pas trop envie en fait, finalement d'aider à leur tour les autres. Enfin, c'est un peu une démarche interne personnelle qu'il faut arriver à développer. Euh, je dirais que non seulement il y a ça, mais aussi à partir du moment où tu veux développer ton activité et que tu veux te développer, ça va de pair avec un peu de... tes insécurités seront mises à jour. Tes faiblesses seront mises à jour parce que l'entrepreneuriat ne te donne pas le choix. Tu ne peux pas te cacher, en fait. Tu Ouais. veux des résultats et il y a une certaine intensité. Donc, tout ce que tu as comme blessure émotionnelle, ça va refaire surface. Et ça va même être, ça va refaire surface, ça risque de faire surface devant les gens. Donc, c'est ça qui fait encore plus peur. Pour un exemple concret, si tu as eu des blessures émotionnelles liées à l'humiliation par le passé, ben, tu auras de fortes chances de fuir le rejet. Et donc, tu risques de ne pas vouloir prospecter. Donc, ça va avoir un impact direct dans ta capacité à aller vers les gens. Tu vas être plus dans l'attente. Exactement. Exactement, c'est vrai, tout à fait, toutes les blessures internes peuvent ressurgir quand on veut faire des démarches et à nouveau, de toute façon, à chaque fois, c'est des caps à dépasser, en fait. Même si une personne a beaucoup évolué déjà dans son travail ou elle est devenue une sophrologue au travers de l'école, après, effectivement, arriver à se challenger, déjà à créer peut-être un site internet, une charte, arriver à en parler avec les gens. Chaque fois, il y a des petits caps comme ça à passer et c'est vrai que c'est pas, enfin comment dire, c'est une belle aventure, c'est génial et en même temps c'est assez, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de gens qui tournent en rond en fait. Il y a des gens, je les vois des années après, ils sont toujours dans qu'est-ce que je vais mettre sur la carte de visite, qu'est-ce que je vais prendre comme spécialité. Enfin c'est hallucinant. Il y a enfin et même moi j'ai passé du temps des fois sur certains paliers de l'entrepreneuriat. On se fait des C'est nœuds à ça, en la fait. tête, c'est affreux, hein. Il y a un gros, comme je disais, un gros manque juste de conscientisation, c'est-à-dire, il y a le problème, mais si tu sais au moins que ce cap-là, ça fait partie du parcours, c'est normal, et quand tu le parles avant, quand tu arrives là, tu sais déjà que tu ne dois pas traîner, comment te comporter, mais quand en plus tu arrives, tu ne sais même pas, et tu tournes en rond, et tu as l'impression que
tu es dans la bonne direction alors qu'en fait, tu es dans le mauvais curseur. Même quand on te donne l'information, tu résistes. Exactement. C'est pas facile. En fait, je pense qu'il faut comprendre que c'est difficile pour les gens qui sont un peu suiveurs. Moi, avant, j'étais quelqu'un de très suiveur. J'étais très rassurée quand le cadre était déjà instauré, quand j'ai fait mes études, que tout était bien planifié, master, etc. Euh, et en fait, ouvrir son cabinet, être entrepreneur, c'est être meneur, en fait. C'est plus être suiveur. Il n'y a plus personne qui vient tous les jours nous dire, mais là, il faut que tu fasses ça. Là, ce serait bien que tu te bouges à faire ça. Et donc, certains, pour le changement d'orientation, on va dire, c'est pas facile. Certains, ils n'ont pas compris que ce sera à eux d'entreprendre. Et c'est à la fois magique dans tout ce qu'on peut vivre et à la fois très perturbant dans tout ce qu'on peut rater aussi. Entreprendre, c'est rater constamment. Et ça, il faut aussi y être préparé et bien préparé parce qu'on rate très souvent. Là, on a fait 3 lives avant d'y arriver. Mais c'est pas grave, on a réussi. C'est pareil hein, dans l'entrepreneuriat, je trouve. C'est prendre conscience qu'on est capitaine de son bateau. Et oui, et c'est pas évident à assumer. C'est assumer ses responsabilités et puis par contre aussi, du coup, s'enrichir de tout ce qu'on y trouve. Hein. C'est fabuleux comme aventure. Mais voilà, il faut accepter que ce soit à nous de piloter. Et il y a plein de gens qui ont du mal à piloter. C'est normal, s'ils ne sont pas habitués, ce n'est pas évident d'y arriver au départ. Quel conseil tu donnerais aux jeunes sophrologues qui se lancent au jour d'aujourd'hui? Les erreurs que toi tu as pu faire quand tu avais lancé ton cabinet, euh, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Ouais. aujourd'hui pour éviter de faire les mêmes erreurs? Déjà, de ne pas s'isoler. Moi, je suis restée longtemps un petit peu toute seule à essayer d'entreprendre par moi-même. Ça, c'est compliqué. Donc, s'entourer de beaucoup de sophrologues, par exemple sur votre groupe, voilà, d'être avec un rassemblement de gens comme ça qui sont ensemble, sur des groupes Facebook aussi. Moi, je suis beaucoup sur Facebook. Ça m'a fait du bien, en fait, de discuter avec d'autres sophrologues et voir un peu échanger sur leur développement. Après, j'ai fait une grosse erreur moi aussi, c'est d'ouvrir un cabinet dans un village un peu paumé. Ça, pareil, non, ça sert à rien. Les gens, c'est difficile pour eux de venir. Alors même, il y en a plein qui viennent, hein, mais c'est quand même un peu galère si vous avez un cabinet beaucoup mieux situé en centre-ville, idéalement entouré aussi de professionnels de santé qui peuvent aussi vous ramener des clients et vous, inversement, vous pouvez aussi leur ramener, enfin, créer comme ça des partenariats, enfin, tout ce qui peut être en lien avec une fluidité, on va dire, de clientèle, c'est plus facile. Après, pareil, j'ai très peu, moi, mis de flyers, des choses comme ça, alors que je pense qu'il faut en montrer un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait? Aller plus souvent dans les lieux où se trouve notre cible, dans les magasins qu'elle aime, dans aux activités qu'elle aime et tout ça, et puis parler avec elle, quoi. Et laisser des prospectus en permanence. Enfin, moi, voilà, c'est quelque chose, j'avais fait une fois, j'ai l'impression que c'était acquis. Et après, quand je reviens dans les magasins, ça y est plus. Enfin, il faut entretenir en fait et garder une constance dans son marketing. Si tu le fais pas, en fait, les gens ils t'oublient, c'est normal. Donc ça, c'est vraiment des erreurs monumentales que j'ai fait. Hein. Et oui aussi, dans mon calendrier, je me disais, j'avais tout mon calendrier qui était prévu pour recevoir de la clientèle et animer juste les exercices. Mais en fait, non. Il y a toute une partie marketing à faire, développement d'activité. En fait, le cabinet, c'est une partie de la semaine, c'est pas la semaine en fait. Et ça, pareil, j'avais pas forcément intégré ça au départ. Donc, je voyais le calendrier très vide de De séances, rendez-vous? c'était très déprimant. Voilà. Donc, pareil, voilà, mettre du temps pour aller créer des flyers, les amener, créer son site internet, créer des petits groupes comme ça de paroles sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, être tout le temps actif, en fait. On n'est pas Proactif. actif uniquement quand on reçoit une personne au cabinet, non. En fait, Donc, c'est que avant que le système se mette en orbite en autopilote, ben, il faut déjà pousser. C'est comme une fusée, il faut déjà carburer. Et même quand c'est en orbite, il faut continuer à maintenir une petite énergie. Voilà. eh oui,
Voilà. Exactement, c'est comme boire ou manger. Enfin, l'entreprise, je trouve que c'est vraiment un organisme vivant. Et donc, il a besoin de matière aussi, de se nourrir de certaines matières pour exister. Sinon, il n'existe pas. Donc, la clientèle, si on fait juste l'attendre, eh ben, elle ne viendra pas toute seule. Mais c'était une grosse croyance que j'avais, hein. Moi, j'avais vraiment l'impression que mettre ma plaque et expliquer à mon entourage que je démarrais ça, que j'allais avoir un flot de clients qui allaient arriver et toute la semaine débordée. C'est Non, normal, c'est normal. C'est que une sophrologue m'expliquait ça. C'est que quand tu es à l'école, en fait, on t'explique qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parce que la sophrologie, effectivement, peut adresser beaucoup de mots. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces mots. Donc, tu es oui, sophrologue et tu te dis, ah, il y a une grosse masse de personnes qui en ont besoin. Sauf que tu oublies que le pont, il ne se fait pas comme ça. Donc, tu as plein de personnes qui sont en disant, de toute façon, il ne peut pas chômer vu le nombre de personnes qui sont dans le mal-être. Ça va se faire. Ouais, ok. exactement. Exactement. Et en plus, on est entouré comment dire, de magasins, de choses comme ça, où on voit que les gens sont présents. Quelqu'un ouvre un restaurant, il y a déjà de la clientèle, enfin, on voit de la clientèle quand on va manger au resto. Donc, on a l'impression qu'à chaque fois, le besoin, comme il est présent, les gens seront là. Et c'est une croyance, je trouve, qui est complètement erronée. Surtout que là, le besoin alimentaire, c'est pas le besoin de la santé mentale. C'est pas la même chose. Les gens comprendraient. Tu dirais à quelqu'un que tu ouvres un restaurant, une boulangerie, on ne te poserait jamais la question de ça, à quoi ça sert, à quoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pertinent? Parce que les gens comprennent tout de suite le lien. Mais si tu dis à quelqu'un que tu ouvres quelque chose quelque chose de plus profond, qui a trait à la santé mentale, tout le monde ne va pas nécessairement voir la pertinence de ça. Et du coup, tu vas avoir plus de sceptiques. Donc, il y a plus de travail à faire Ouais, que. exactement. Non, Il y a encore plus de com à faire. voilà. Il y a plus d'éducation à faire. Il y a toute une partie éduquer les gens avant de pouvoir. Mm, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, c'est le cas dans les formations que je fais, mais c'est pareil pour la communication, je trouve, pour le cabinet. C'est important, on en parlait tout à l'heure, c'est important de parler du besoin. Donc, gestion du stress ou confiance en soi, connaissance de soi, parler d'une thématique, de la problématique pour atteindre plus facilement les personnes. Et comment tu les amènes, ces problématiques, en fait? Parce que le stress, la confiance en soi, les choses comme ça, c'est quelque chose d'assez large. Comment tu fais pour que ça touche la personne? Qu'elle se dise, ah oui, ça, j'ai ce problème-là, la sophrologie, ça pourrait m'aider. Alors déjà, en général, c'est plutôt l'inverse. C'est une personne qui me parle d'une problématique. Et ce qui est intéressant, c'est d'y mettre des mots déjà et de détailler en fait ce qu'elle peut ressentir. Donc, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va... Je commence par lui poser des questions. Quelqu'un qui va me dire, j'en peux plus de mon travail. Par exemple, elle me dit juste ça. Et je m'intéresse à elle et je lui dis, ah bon, comment ça se fait? Qu'est-ce qui te dérange dans le travail? Et puis, par exemple, elle va me dire, je suis tout le temps fatiguée, j'en ai marre et tout ça. OK, donc je zoome un petit peu sur, par exemple, les horaires qu'elle a. Est-ce qu'elle arrive à récupérer facilement? Est-ce que finalement, c'est au quotidien qu'elle se sent fatiguée? Et donc, plus je zoome en fait sur sa problématique, plus il peut ou pas y avoir un lien avec la sophro et comment solutionner cette problématique si vraiment ça l'embête dans la vie. Donc, je continue, je lui dis, ah bon, mais tu arrives à faire quand même des pauses et tout ça. Elle me dit, j'ai pas le temps de faire des pauses dans la journée, etc. Elle me dit, j'ai qu'une demi-heure pour manger. Et tout. Et donc, au fur et à mesure, je dis, ah, ben, tu sais, moi, j'avais la même chose et j'ai découvert la micro-sieste. C'est hyper efficace. En quelques minutes seulement, tu peux récupérer et arriver après avoir ton après-midi super productif et arrêter de bâiller devant l'écran tout l'après-midi. Ah bon, mais c'est quoi? Et donc là, hop, elle rentre dans l'intérêt pour faire, par exemple, une micro-sieste et c'est là que j'enchaîne avec l'outil. C'est toujours, je pense, important d'abord de poser plein de questions et de comprendre si vraiment la problématique de la personne peut être solutionnée ou non par la sophro et ensuite de parler de la sophro. Si je commence d'abord par lui parler de la micro-sieste, je ne suis pas sûre qu'elle voit le lien avec sa vie et ça va faire un flop. C'est ça, c'est le V en fait. C'est le V, Levé. tu descends, le V. Ouais, je connais C'est-à-dire, pas. tout à fait. Donc, ça demande toujours de poser des questions sur l'autre, donc de t'intéresser d'abord à l'autre. C'est ce que tu disais. Toujours. Limite même au moment où tu viens pas en disant, je vais lui parler d'Amicociès. Tu viens en disant, ben, OK, on va s'intéresser. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi ses projets? Et vous discutez. C'est après que ça vient tout Exactement. seul.
Exactement. C'est toujours. Puis de toute façon, moi, j'aime toujours discuter avec des gens, rencontrer les autres, m'intéresser à ce qu'ils font. Enfin, ça, c'est pas, je suis pas toujours pilotée sophrologie ou entreprise, quoi. Je suis pilotée avant tout discussion, échange, voilà. Et puis, ben, si vraiment je sens, et ça c'est pareil, si je sens qu'il y a vraiment souffrance et que ça le dérange beaucoup, là, je parle des solutions qu'il peut avoir. Pareil, ça sert à rien de balancer les outils si la personne, finalement, c'est pas un problème majeur qu'elle rencontre. Enfin, moi, je trouve que autant proposer quelque chose à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ça aussi, c'est plus Ah, intéressant et pertinent. ça, c'est tout à fait vrai. Good. Merci pour ces tips. Ce que j'ai retenu, c'est voilà, ne pas s'isoler, éviter de s'isoler au début, éviter d'ouvrir un cabinet en plein village, en tout cas d'essayer de le faire quelque part où il y a de la visibilité, il y a du monde. Si possible, trouver des partenariats avec d'autres médecines, d'autres corps de métier, je peux dire ça. Penser à quelque part à garder une constance dans ses activités de marketing et surtout à prévoir du temps dans son calendrier parce que c'est bien beau de prévoir les futures personnes qui vont remplir le calendrier, mais finalement, si on ne prospecte pas, il va rester blanc le calendrier. Oui. Donc, et puis, les croyances. Les croyances, voilà, s'il y a moyen de les... C'est tout difficile à les croire, mais si on en a au moins déjà conscience, c'est déjà un bon début. C'est un bon Ouais. début. Le reste, ça se fait sur le terrain comme toi, tu l'as fait et tout. Donc, essayer de parler des problématiques des gens avant d'essayer de parler de soi. Et puis, le système V fera tout le reste s'il y a souffrance, effectivement. Je voulais qu'on termine par une dernière étape parce que tu nous as quand même dit que tu vendais des formations. Qu'est-ce que tu proposes du coup concrètement dans cette formation-là, les ailes du développement? Alors, il y a toute une partie pour les personnes qui veulent travailler sur elles, donc tout ce qui est connaissance de soi, gestion du stress, des émotions. Je vais explorer plein de sujets comme ça. Et après, j'ai toute une partie pour les thérapeutes. Et en sophrologie, j'aime bien les aider par exemple, j'ai créé une formation pour la boîte à outils. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de stagiaires qui sont perdus dans tous les outils qui existent en sophro, qui ne comprennent pas forcément le lien entre l'exercice et puis après le besoin client qu'il y a derrière, à quoi il répond au mieux l'exercice. Donc j'ai passé pas mal de temps à expliciter tout ça dans un tableau et j'explique comment faire ça. Après, j'ai une formation sur les protocoles aussi de sophrologie, dans les accompagnements les plus fréquents, la gestion du stress, la gestion émotionnelle, la préparation aux événements, aux examens, l'accompagnement au changement. Voilà. À chaque fois, j'ai proposé comme ça une dizaine de séances. Alors, c'est pas du tout, c'est à réadapter en permanence, mais déjà, ça peut servir d'appui justement pour les gens qui ont du mal, et ça, on n'en a pas parlé aussi, mais du mal à ouvrir aussi leur cabinet, à proposer des accompagnements parce qu'ils ne savent pas comment établir leur protocole. Donc, des fois, avoir une base comme ça solide de protocole, ça peut les aider. Et après, j'adore la sophrologie ludique avec j'utilise beaucoup de matériel, des coussins, des plumes, des cartes. Enfin, j'ai plein de choses. Donc, j'ai fait aussi une formation sur le matériel de sophrologie, la sophrologie des enfants aussi, parce que j'adore travailler avec les enfants. C'est quand même une technique à réadapter. Il y a beaucoup de choses à connaître. Donc voilà, pour la sophrologie, j'ai fait tout ça. Et puis après, j'ai fait ça aussi dans d'autres techniques. J'aime bien proposer, en fait, j'aime bien qu'un thérapeute, il ait accès à des outils qui ne sont pas forcément de sa formation initiale. Par exemple, là, on a fait beaucoup de sophro, mais de temps en temps, un peu de coaching, ça peut aussi aider la personne sur certains points avancés ou un peu de psychothérapie positive. Donc, j'aime bien qu'en fait, le thérapeute, il ait accès à d'autres connaissances sans faire les grosses formations métiers. Parce que les formations métiers, ben, on réapprend aussi à être thérapeute et à faire l'accompagnement, mais ça, les gens, ils sont déjà formés. Et donc, j'ai fait des petites formations courtes sur un récapitulatif de plein d'outils dans d'autres techniques qui peuvent les aider aussi à enrichir un peu leur accompagnement. Voilà. Tout Donc, à j'ai fait. tout Ça, ça. c'est bien ça. En tout cas, les thérapeutes qui écouteront pourront se retrouver et Oui, éventuellement te contacter. En tout cas, ça, c'est très bien parce que tu essaies en tout cas de, d'aider de donner des outils qui aident à se professionnaliser. oui, C'est ça, en oui, fait. voilà.
Après, oui, j'ai aussi une formation sur l'aide à l'installation. Ça, c'est pour les gens qui galèrent. Mais je crois que vous faites ça aussi. Ça, j'en ai pas trop parlé. Mais voilà, s'il y en a qui galèrent, ils peuvent aussi suivre la formation aide à l'installation, où là, je propose toutes les étapes pour arriver à développer son activité, à avoir de la clientèle. Good, Ouais. good, good. Valentin, tu avais quelque chose? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être de poser une dernière question qui est qu'est-ce que tu recommanderais à la Jessie enfin, si tu recommences, comment je pourrais reformuler comment... Elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit avec les erreurs qu'elle a commises. Euh, elle nous l'a dit quand elle disait qu'elle ne devait pas s'isoler. Euh, donc, les erreurs à éviter quand elle parlait. Donc, ce volet-là, on l'a déjà abordé. Oui, et puis je rajouterais se faire confiance, être patient. Les choses, elles arrivent. C'est comme une petite graine qu'il faut arroser et puis laisser pousser aussi. Voilà, pas trop être pressé par le fait d'avoir des résultats rapidement. Voilà, se donner du temps. Je pense que ça m'aurait fait du bien de savoir qu'en fait, il fallait que je me donne plus de temps et de patience et de bienveillance. Mais du coup, Voilà. ça pose une autre question. Quel est, selon toi, l'ordre de grandeur moyen qu'une sophrologue devrait se donner avant de voir une certaine constance dans la clientèle qui arrive, Alors, moi, je dirais en partant du principe qu'elle a plein temps? ouais. Entre 8 mois et 1 an, je pense qu'avant, c'est inconstant, quoi. Il y a des moments où là, il n'y aura rien. Il y a des moments... Donc, franchement, se faire confiance. Enfin, au bout d'1 an, je pense déjà qu'on peut avoir plus une visibilité de l'activité, comment elle tourne. Et voilà, pour moi, en dessous, c'est compliqué. Après, il y a des gens qui vont très vite, il y a des gens qui vont très lentement. Mais en moyenne, je pense 1 an, c'est bien. Good. Ben, c'est bien, moi, j'ai plus d'autres questions. Merci. Merci pour ce live, c'était sympa. Bravo Merci pour à ce que vous toi. faites. C'est important d'aider les gens comme ça à se développer. Je trouve ça vraiment bien. Merci Ah, beaucoup. c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est sur vous, c'est grâce à vous, en fait, les thérapeutes, c'est que c'est vous qui avez l'expérience et au final, c'est une question d'éducation. C'est le fait de savoir, ça enlève déjà une grosse partie. Ça permet déjà, en tout cas, de se rendre compte que ben, telle personne a eu le problème, elle a fait comme ça. Donc, tu as déjà des billes, peut-être que tu peux aller de boîte à outils. Oui, Donc, oui, mais bon, merci à vous. et vous rassemblez tout ça et puis je trouve ça très constructif en fait enfin, d'interviewer des gens et demander leur expérience et tout pour pouvoir enrichir votre boîte à outils. Je trouve ça vraiment bien. Donc, Merci. continuez. C'est pour ça que j'ai accepté le live. Ça marche. Merci. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et puis je vous Avec dis plaisir. à très bientôt. Ciao, ciao. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.